Chapitre 18e. Mort du pape Innocent X, les mystères du conclave. La mort du pape arriva le 7 janvier. J'avais presque toujours été au lit, et je n'avais eu que fort peu de temps pour me préparer au conclave, qui devait être toutefois, selon toutes les apparences, d'un très grand embarras pour moi. Monsieur le cardinal d'Este disait publiquement qu'il avait ordre du roi, non seulement de ne point communiquer avec moi, mais même de ne point me saluer. Le duc de la Terra Nova, ambassadeur d'Espagne, m'avait fait toutes les offres imaginables de la part du roi, son maître, aussi bien que le cardinal Arac, au nom de l'empereur. Le vieux cardinal de Médicis, doyen du Sacré Collège et protecteur d'Espagne, prit d'abord une inclination naturelle pour moi, mais vous jugez assez, par ce que vous avez vu de Saint-Sébastien et de Vivaros, que je n'avais pas dessein d'entrer dans la faction d'Autriche. Je n'ignorais pas qu'un cardinal étranger, persécuté par son roi, ne pouvait faire qu'une figure très médiocre, dans un lieu où les égards que le général et les particuliers ont pour les couronnes ont encore plus de force qu'ailleurs par les intérêts plus pressants et plus présents que tout le monde trouve à ne leur pas déplaire. Il m'était toutefois, non pas seulement d'importance, mais de nécessité pour les suites de ne pas demeurer sans mesure dans un pays où la prévoyance n'a pas moins de réputation que d'utilité. Je me trouvais, pour vous dire le vrai, fort embarrassé dans cette conjoncture. Voici comme je m'en démêlais. Le pape Innocent, qui était un grand homme, avait eu une application particulière au choix qu'il avait fait des sujets pour les promotions des cardinaux, et il est constant qu'il ne s'y était que fort peu trompé. La signora Olympia le força, en quelque façon, par l'ascendant qu'elle avait sur son esprit, à honorer de ses dignités Maldaquin, son neveu, qui n'était encore qu'un enfant. Mais on peut dire qu'à la réserve de celui-là, tous les autres furent ou bons ou soutenus par des considérations qui les justifièrent. Il est même vrai qu'en la plupart, le mérite et la naissance concoururent à les rendre illustres. Ceux de ce nombre, qui ne se trouvèrent pas attachés aux couronnes par la faction, se trouvèrent tout à fait libres à la mort du pape, parce que le cardinal Pamphile, son neveu, ayant remis son chapeau pour épouser madame la princesse de Rossane, et le cardinal Astali, que sa sainteté avait adopté, ayant été dégradé depuis du népotisme, même avec honte, il n'y avait plus personne qui pût se mettre à la tête de cette faction dans le conclave. Ceux qui se rencontrèrent en cet état, que l'on peut appeler de liberté, étaient messieurs les cardinaux Chigi, Lomelin, Ottoboni, Imperiali, Acquaviva, Pio, Borromée, Albizzi, Gualtieri, Azzolini, Omodei, Cibo, Odescalchi, Widman, Aldobrandin. 10 de ceux-là, qui furent Lomelin, Ottoboni, Imperiali, Borromée, Acquaviva, Pio, Gualtieri, Albizzi, Omodei, Azzolini, se mirent dans l'esprit de se servir de leur liberté pour affranchir le sacré collège de cette coutume qui assujettit à la reconnaissance des voix qui ne devraient reconnaître que les mouvements du Saint-Esprit. Ils résolurent de ne s'attacher qu'à leur devoir et de faire une profession publique, en entrant dans le conclave, de toutes sortes d'indépendances et de factions et de couronnes. Comme celle d'Espagne était en ce temps-là la plus forte à Rome, et par le nombre des cardinaux et par la jonction des sujets qui étaient assujettis à la maison de Médicis, ce fut celle aussi qui éclata le plus contre cette indépendance de l'escadron volant. C'est le nom que l'on donna à ces 10 cardinaux que je viens de vous nommer. Je pris ce moment de l'éclat que le cardinal Jean-Charles de Médicis fit au nom de l'Espagne contre cette union pour entrer moi-même dans leur corps. À quoi je mis toutefois le préalable qui était nécessaire à l'égard de la France, et je priai Monsignor Scotti, qui avait été nonce extraordinaire et qui était agréable à la cour, d'aller chez tous les cardinaux de la faction, leur dire que je les suppliais de me dire ce que j'avais à faire pour le service du roi, que je ne demandais pas le secret, et qu'il suffisait que l'on me dît jour à jour les pas que j'aurais à faire pour remplir mon devoir. Monsieur le cardinal Grimaldi fit une réponse fort civile et même fort obligeante à Monsignor Scotti. Même messieurs les cardinaux d'Este, Bicchi et Ursine, me traitèrent de haut en bas, même avec mépris. Je déclarai, dès le lendemain, publiquement, que puisqu'on ne me voulait donner aucun moyen de servir la France, je croyais que je pouvais rien faire de mieux que de me mettre au moins dans la faction la plus indépendante de celle d'Espagne. J'y fus reçu avec toutes les honnêtetés imaginables, et l'événement fit voir que j'avais eu raison. Je n'en eus pas tant dans la conduite que j'eus au même moment avec M. de Lionne. Il s'était raccommodé avec M. le cardinal Mazarin, qu'il envoya à Rome pour agir contre moi,
et qui, pour l'y tenir avec plus de dignité, lui donna la qualité d'ambassadeur extraordinaire vers les princes d'Italie. Comme il était assez ami de mon trésor, il le vit devant qu'il partît. Il le pria de m'écrire qu'il n'oublierait rien pour adoucir les choses et que je le connaîtrais par les effets. Il parlait sincèrement. Son intention pour moi était assez bonne. Je n'y répondis pas comme je devais, et cette faute n'est pas une des moindres de celles que j'ai commises pendant ma vie. Je vous en dirai le détail et les raisons de ma conduite, qui n'étaient pas bonnes, après que je vous aurai rendu compte du conclave. Le premier pas que fit l'escadron volant, dans l'intervalle des 9 jours qui sont employés aux obsèques du pape, fut de s'unir avec le cardinal Barberin, qui avait dans l'esprit de porter au pontificat le cardinal Sacchetti, homme d'une représentation pareille à celle du feu président Le Bailleul, de qui Ménage disait qu'il n'était bon qu'à peindre. Le cardinal Sacchetti n'avait effectivement qu'un fort médiocre talent, mais comme il était créature du pape Urbain et qu'il avait toujours été fidèlement attaché à sa maison, Barberin l'avait en tête et avec d'autant plus de fermeté que son exaltation paraissait et était en effet difficile au dernier point. Monsieur le cardinal Barberin, dont la vie est angélique, a un travers dans l'humeur qui le rend, comme ils disent en Italie, innamorato de l'impossible. Il ne s'en fallait guère que l'exaltation de Sacchetti ne fût de ce genre. L'amitié étroite entre lui et Mazarin, qui avait été sinon domestique, au moins commensale de son frère, n'était pas une recommandation pour lui envers l'Espagne, mais ce qui l'éloignait encore de la chaire de Saint-Pierre était la déclaration publique que la maison de Médicis, qui était d'ailleurs à la tête de la faction d'Espagne, avait faite contre lui dès le précédent conclave. Ceux de l'escadron qui avaient en vue de faire pape le cardinal Chigi crurent que l'unique moyen pour engager M. le cardinal Barberin à le servir serait de l'obliger par reconnaissance et de faire sincèrement et de bonne foi tous leurs efforts pour porter au pontificat Sacchetti, voyant qu'il serait pourtant inutile par l'événement, ou du moins qu'il ne serait utile qu'elle est liée si étroitement et si intimement avec le cardinal Barberin, qu'il ne pourrait s'empêcher lui-même de concourir à la suite de ce qu'il désirait. Voilà l'unique secret de ce conclave, sur lequel tous ceux à qui il a plu d'en écrire ont dit 1000 et 1000 impertinences, et je soutiens que le raisonnement de l'escadron était fort juste. Nous sommes persuadés que Chigi est le sujet du plus grand mérite qui soit dans le collège, et nous ne le sommes pas moins qu'on ne le peut faire pape qu'en faisant tous nos efforts pour réussir à Sacchetti, qui n'est pas trop bon, mais qui est toujours un des moins mauvais. Selon toutes les apparences du monde, nous n'y réussirons pas, auquel cas nous ferons tomber Barberin à Chigi par reconnaissance et par l'intérêt de nous y conserver. Nous y ferons venir l'Espagne et Médicis par l'appréhension que nous n'emportions à la fin le plus de voix pour Sacchetti, et la France par l'impossibilité où elle se trouvera de l'empêcher. Ce raisonnement, beau et profond, auquel il faut avouer que M. le cardinal Azzolin eut plus de part que personne, fut approuvé tout d'une voix dans la Transpontine où l'escadron volant s'assembla dès les premiers jours des obsèques du pape et après même que l'on y eut examiné mûrement les difficultés de ce dessein qui eussent paru insurmontables à des esprits médiocres. Les grands noms sont toujours de grandes raisons au petit génie. France, Espagne, Empire, Toscane étaient des mots tous propres à épouvanter les gens. Il n'y avait aucune apparence que le cardinal Mazarin pût agréer Chigi, qui avait été nonce à Münster dans le temps de la négociation de la paix et qui s'était déclaré ouvertement dans plus d'une occasion contre Servien, qui était plénipotentiaire de France. Il n'y avait pas de vraisemblance que l'Espagne l'eût dû être favorable. Le cardinal Trivuls, le plus capable sujet de sa faction et peut-être du Sacré Collège, déclamait publiquement contre lui comme contre un bigot, et il appréhendait dans le fond extrêmement son exaltation par la crainte qu'il avait de sa sévérité, peu propre à souffrir la licence de ses débauches, qui, à la vérité, étaient scandaleuses. Il n'était pas croyable que le cardinal Jean-Charles de Médicis pût être bien intentionné pour lui, et par la même raison et par celle de sa naissance, car il était siennois et connu pour aimer passionnément sa patrie, qui est pareillement connu pour n'aimer pas passionnément la domination de Florence. Toutes ces considérations furent pesées et examinées. On pesa l'apparent, le douteux et le possible, et l'on se fixa à la résolution que je viens de vous marquer, avec une sagesse qui était d'autant plus profonde qu'elle paraissait hardie. Il faut avouer qu'il n'y a peut-être jamais eu de concert où l'harmonie ait été si juste qu'en celui-ci, et il semblait que tous ceux qui y entraient ne fussent nés que pour agir les uns avec les autres. L'activité d'Imperiali
y était tempérée par le flegme de l'Homlin. La profondeur d'Ottoboni se servait utilement de la hauteur d'Acquaviva. La candeur d'Omodei et la froideur de Gualtieri y couvraient, quand il était nécessaire, l'impétuosité de Pio et la duplicité d'Albizzi. Azzolin, qui est un des plus beaux et des plus faciles esprits du monde, veillait avec une application d'esprit continuelle au mouvement de ces différents ressorts, et l'inclination que messieurs les cardinaux de Médicis et Barberin, chefs des deux factions les plus opposées, prirent pour moi d'abord, suppléa dans les rencontres, en ma personne, au défaut des qualités qui m'étaient nécessaires pour y tenir mon coin. Tous les acteurs firent bien, le théâtre y fut toujours rempli, les scènes n'y furent pas beaucoup diversifiées, mais la pièce fut belle, d'autant plus qu'elle fut simple. Quoiqu'on ait écrit les compilateurs des conclaves, il n'y eut de mystère que celui que je vous ai expliqué ci-devant. Il est vrai que les épisodes en furent curieux. Je m'explique. Le conclave fut, si je ne me trompe, de 80 jours. Nous donnions tous les matins et toutes les après-dîners 32 et 33 voix à Sacchetti, et ces voix étaient celles de la faction de France, des créatures du pape Urbain, oncle de monsieur le cardinal Barberin, et de l'escadron volant. Celles des Espagnols, des Allemands et des Médicis se répandaient sur différents sujets dans tous les scrutins, et ils affectaient d'en user ainsi pour donner à leur conduite un air plus ecclésiastique et plus épuré d'intrigue et de cabale que le nôtre n'avait. Ils ne réussirent pas dans leur projet, parce que les mœurs très déréglées de monsieur le cardinal Jean-Charles de Médicis et de monsieur le cardinal Trivulz, qui étaient proprement les âmes de leur faction, donnaient bien plus de lustre à la piété exemplaire de monsieur le cardinal Barberin qu'ils ne lui en pouvaient ôter par leurs artifices. Le cardinal Cesi, pensionnaire d'Espagne et l'homme le plus singe en tous sens que j'ai jamais connu, me disait un jour à ce propos fort plaisamment « Vous nous battrez à la fin, car nous nous décréditons en ce que nous nous voulons faire passer pour gens de bien. Le faux trompe quelquefois, mais il ne trompe pas longtemps quand il est relevé par d'habiles gens. » Leur faction perdit en peu de temps le concetto, qu'ils appellent en ce pays-là, de vouloir le bien. Nous gagnâmes de bonne heure cette réputation parce que, dans la vérité, Sacchetti, qui était aimé à cause de sa douceur, passait pour homme de bonnes et droites intentions, et parce que le ménagement que la maison de Médicis était obligée d'avoir pour le cardinal Rasponi, quoiqu'elle ne l'eût pas voulu en effet pour pape, nous donna lieu de faire croire dans le monde qu'elle voulait installer dans la chaire de Saint-Pierre la Volpe. C'est ainsi que l'on appelait le cardinal Rasponti, parce qu'il passait pour un fourbe. Ces dispositions, jointes à plusieurs autres qui seraient trop longues à déduire, firent que la faction d'Espagne s'aperçut qu'elle perdait du terrain, et quoique cette perte n'alla pas jusqu'au point de lui faire croire que nous pensions à faire le pape sans sa participation, elle ne laissa pas d'appréhender que son parti ayant beaucoup de vieillards, et le nôtre de jeunes, le temps ne put être facilement pour nous. Nous surprîmes une lettre de l'ambassadeur d'Espagne au cardinal Sforze, qui faisait voir cette crainte en termes exprès, et nous comprîmes même, par l'air de cette lettre plus que par ses paroles, que cet ambassadeur n'était pas trop content de la manière d'agir des Médicis. Je suis trompé si ce ne fut Monseigneur Febey qui surprit cette lettre. Cette semence fut cultivée avec beaucoup de soin dès qu'elle eut paru, et l'escadron qui, par le canal de Borromée, milanois et d'Acquaviva, napolitain, gardait toujours beaucoup de mesures d'honnêteté avec l'ambassadeur d'Espagne, n'oublia pas de lui faire pénétrer qu'il était du service du roi son maître et de son intérêt particulier de lui ambassadeur, de ne se pas si fort abandonner aux Florentins, qu'il assujettit et à leurs maximes et à leurs caprices la conduite d'une couronne pour laquelle tout le monde avait du respect. Cette poudre s'échauffa peu à peu, et elle prit feu dans son temps. Je vous ai déjà dit que la faction de France donnait toute sa force à Sacchetti avec nous. La différence est qu'elle y donnait à l'aveugle, croyant qu'elle y pourrait réussir, et que nous y donnions avec une lumière presque certaine que nous ne pourrions pas l'emporter, ce qui faisait qu'elle n'y prenait point des mesures hypothétiques, si l'on peut parler ainsi, c'est-à-dire qu'elle ne songeait pas à se résoudre à quel parti elle prendrait, en cas qu'elle ne pût réussir à Sacchetti. Comme le nôtre était pris selon cette disposition que nous tenions presque pour constante, nous nous appliquions par avance à affaiblir celle de France pour le temps dans lequel nous jugions qu'elle nous serait opposée. Je donnai par hasard l'ouverture à Jean Carlet de débaucher le cardinal Ursine, qui l'eut à bon marché, et ainsi, dans le moment que la faction d'Espagne ne songeait qu'à se défendre de Sacchetti, et que celle de France ne pensait qu'à le porter, nous travaillions pour une fin sur laquelle ni l'une ni l'autre ne faisait aucune réflexion,
à diviser celle-là et affaiblir celle-ci. L'avantage de se trouver en cet état est grand, mais il est rare. Il fallait pour cela une rencontre pareille à celle dans laquelle nous étions et qui ne se verra peut-être pas en 10 000 ans. Nous voulions Chigi, et nous ne le pouvions avoir qu'en faisant tout ce qui était en notre pouvoir pour l'exaltation de Saketti, et nous étions moralement assurés que ce que nous ferions pour Saketti ne pourrait réussir, de sorte que la bonne conduite nous portait à ce à quoi nous étions obligés par la bonne foi. Cette utilité n'était pas seule. Notre manœuvre couvrait notre marche, et nos ennemis tiraient à faux, parce qu'ils visaient à faux et toujours où nous n'étions pas. Vous verrez le succès de cette conduite après que je vous aurai expliqué celle de Chigi et la raison pour laquelle nous avions jeté les yeux sur lui. Il était créature du pape Innocent et le troisième de la promotion de laquelle j'avais été le premier. Il avait été inquisiteur à Malte et non à Münster, et il avait acquis en tout lieu la réputation d'une intégrité sans tache. Ses mœurs avaient été sans reproche dès son enfance. Il savait assez d'humanité pour faire paraître au moins une teinture suffisante des autres sciences. Sa sévérité paraissait douce, ses maximes paraissaient droites, il se communiquait peu, mais ce peu qu'il se communiquait était mesuré et sage. Savio col silencio, myocome que j'ai jamais connu. Tous les dehors d'une piété véritable et solide relevaient merveilleusement toutes ses qualités, ou plutôt toutes ses apparences. Ce qui leur donnait un corps au moins fantastique était ce qui s'était passé à Münster entre Servien et lui. Celui-là, qui était connu et reconnu pour le démon exterminateur de la paix, s'y était cruellement brouillé avec le comte Arin, ambassadeur de Venise, homme sage et homme de bien. Chigi se signala pour le comte Arin, sachant qu'il faisait fort bien sa cour à Innocent. L'opposition de Servien, qui était dans l'exécration des peuples, lui concilia l'amour public et lui donna de l'éclat. La marche qu'il garda avec le cardinal Mazarin lorsqu'il se trouva, ou à Aix-la-Chapelle, ou à Bruxelles, en revenant de Münster, plut à sa sainteté. Elle le rappela à Rome, et le fit secrétaire d'État et cardinal. On ne le connaissait que par les endroits que je viens de vous marquer. Comme Innocent était d'un génie fort perçant, il découvrit bientôt que le fond de celui de Chigi n'était ni si bon ni si profond qu'il ne se l'était imaginé. Mais cette pénétration du pape ne nuisit pas à la fortune de Chigi. Au contraire, elle y servit parce qu'Innocent, qui se voyait mourant, ne voulut point condamner son propre choix, et que Chigi, qui par la même raison ne craignait le pape que médiocrement, se fit un honneur de se faire passer dans le monde pour un homme d'une vertu inébranlable et d'une rigidité inflexible. Il ne faisait point sa cour à la signora Olympia, qui était abhorrée dans Rome. Il blâmait assez ouvertement tout ce que le public n'approuvait pas de cette cour-là, et tout le monde, qui est et qui sera éternellement dupe en ce qui flatte son aversion, admirait sa fermeté et sa vertu sur un sujet sur lequel on ne devait tout au plus louer que son bon sens, qui lui faisait voir qu'il semait de la graine pour le pontificat futur dans un champ où il n'avait plus rien à cueillir pour le présent. Le cardinal Alzolin, qui avait été secrétaire des brefs dans le même temps que l'autre avait été secrétaire d'État, avait remarqué dans ses maximes de certaines finauteries, qui n'avaient pas de rapport à la candeur dont il faisait profession. Il me le dit avant que nous entrassions dans le conclave, mais il ajouta en me le disant que sur le tout il n'en voyait point de meilleur, et que, de plus, sa réputation était si bien établie, même dans l'esprit de nos amis de l'escadron, que ce qu'il leur en pourrait dire ne passerait auprès d'eux que comme un reste de quelques petits démêlés qu'ils avaient eus ensemble pour la compétence de leur charge. Je fis d'autant moins de réflexion sur ce qu'Azoline m'en disait, que j'étais moi-même tout à fait préoccupé en faveur de Chigi. Il avait ménagé avec soin l'abbé Charrier dans le temps de ma prison. Il lui avait fait croire qu'il faisait des efforts incroyables pour moi auprès du pape. Il pestait contre lui avec l'abbé Charrier, et avec plus d'emportement même que lui, de ce qu'il ne poussait pas assez avec de vigueur le cardinal Mazarin sur mon sujet. L'abbé Charrier avait chez lui toutes ses entrées, comme s'il avait été son domestique, et il était persuadé qu'il était mieux intentionné et plus échauffé pour moi que moi-même. Je n'eus pas sujet d'en douter dans tout le cours du conclave. J'étais assis immédiatement au-dessus de lui au scrutin, et tant qu'il durait, j'avais lieu de l'entretenir. Ce fut, je crois, par cette raison qu'il affecta de ne vouloir écouter que moi sur ce qui regardait son pontificat. Il répondit à quelqu'un de ceux de l'escadron qui s'ouvraient à lui de leurs desseins d'une manière si désintéressée qu'il les édifia. Il ne se trouvait ni aux fenêtres où l'on va prendre l'air, ni dans les corridors où l'on se promène ensemble. Il était toujours enfermé dans sa cellule, où il ne recevait même aucune visite.
Il recevait de moi quelques avis que je lui donnais au scrutin, mais il les recevait toujours ou d'une manière si éloignée du désir de la tiare, qu'il attirait mon admiration, ou tout au plus avec des circonstances si remplies de l'esprit ecclésiastique que la malignité la plus noire n'eût pu s'imaginer d'autre désir que celui dont parle saint Paul quand il dit que « Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat ». Tous les discours qu'il me faisait n'étaient pleins que de zèle pour l'Église et de regret de ce que Rome n'étudiait pas assez l'Écriture, les conciles et la tradition. Il ne se pouvait lasser de m'entendre parler des maximes de la Sorbonne. Comme l'on ne se peut jamais si bien contraindre qu'il n'échappe toujours quelque chose du naturel, il ne se put si bien couvrir que je ne m'aperçusse qu'il était homme de minutie, ce qui est toujours signe non seulement d'un petit génie, mais encore d'une âme basse. Il me parlait un jour des études de sa jeunesse, et il me disait qu'il avait été 2 ans écrire d'une même plume. Cela n'est qu'une bagatelle, mais comme j'ai remarqué souvent que les plus petites choses sont quelquefois de meilleure marque que les plus grandes, cela ne me plut pas. Je le dis à l'abbé Charrier, qui était un de mes conclavistes. Je me souviens qu'il m'en gronda, en me disant que j'étais un maudit qui ne savait pas estimer la simplicité chrétienne. Pour abréger, Chigi fit si bien, par sa dissimulation profonde, que nonobstant sa petitesse qu'il ne pouvait cacher à l'égard de beaucoup de petites choses, sa physionomie qui était basse et sa mine qui tenait beaucoup du médecin, quoiqu'il fût de bonne naissance, il fit si bien, dis-je, que nous crûmes que nous renouvellerions en sa personne, si nous le pouvions porter au pontificat, la gloire et la vertu de saint Grégoire et de saint Léon. Nous nous trompâmes dans cette espérance. Nous réussîmes à l'égard de son exaltation, parce que les Espagnols appréhendaient, par les raisons que je vous ai marquées ci-devant, que l'opiniâtreté des jeunes ne l'emportât sur celle des vieux, et que Barberin désespérait à la fin de pouvoir réussir pour sa Ketty, vu l'engagement et la déclaration publique des Espagnols et des Médicis. Nous nous résolûmes de prendre, quand il en serait temps, ce défaut, pour insinuer aux 2 parties l'avantage que ce leur serait à l'un et à l'autre de penser à Chigi. Nous fîmes état que Borromée ferait voir aux Espagnols qu'il ne pouvait mieux faire, vu l'aversion que la France avait pour lui, et que je ferais voir à M. le cardinal Barberin que n'ayant personne dans ses créatures qu'il fût possible de porter au pontificat, il acquérait un mérite infini envers toute l'Église de le faire tomber sans aucune apparence d'intérêt au meilleur sujet. Nous crûmes que nous trouverions des secours pour notre dessein dans les dispositions des particuliers des factions, et voici sur quoi nous nous fondions. Le cardinal Montalte, qui était de celle d'Espagne, homme d'un petit talent mais bon, de grandes dépenses et qui avait un air de grand seigneur, avait une grande frayeur que le cardinal Fiorenzola, jacobin et esprit vigoureux, ne fût proposé par le cardinal Grimaldi, qui était son ami intime, et dont les travers avaient assez de rapport à celui de Fiorenzola. Nous résolûmes de nous servir utilement de cette appréhension de Montalte, pour lui donner presque insensiblement de l'inclination pour Chigi, le vieux cardinal de Médicis, qui était l'esprit du monde le plus doux, était la moitié du jour fatigué et de la longueur du conclave et de l'impétuosité du cardinal Jean Carlet, son neveu, qui ne l'épargnait pas quelquefois lui-même. J'étais très bien avec lui, et au point même de donner de la jalousie à monsieur le cardinal Jean Carlet, et ce qui m'avait procuré particulièrement son amitié était sa candeur naturelle, qui avait fait qu'il avait pris plaisir à ma manière d'agir avec lui. Je faisais profession publique de l'honorer, et je lui rendais même avec soin mes devoirs. Mais je n'avais pas laissé de m'expliquer clairement avec lui sur mes engagements avec monsieur le cardinal Barbarin et avec l'escadron. Ma sincérité lui avait plu, et il se trouva par l'événement qu'elle me fut plus utile que n'aurait été l'artifice. Je ménageais avec application son esprit, et je jugeais que je me trouverais bientôt en état de le disposer peu à peu et à se radoucir pour monsieur le cardinal Barberin, qui était brouillé avec toute sa maison, et à ne pas regarder monsieur le cardinal Chigi comme un homme aussi dangereux qu'on le lui avait voulu faire croire. On ne s'endormit pas, comme vous voyez, à l'égard de l'Espagne et de la Toscane, quoique l'on y parût à elle-même sans action, parce qu'il n'était pas encore temps de se découvrir. On n'eut pas moins d'attention envers la France, dont l'opposition à Chigi était encore plus publique et plus déclarée que celle des autres. M. de Lionne, neveu de Servien, en parlait à qui le voulait entendre comme d'un pédant, et il ne présumait pas qu'on le pût seulement mettre sur les rangs. M. le cardinal Grimaldi, qui dans le temps de leur prélature avait eu je ne sais quel malentendu avec lui, disait publiquement qu'il n'avait qu'un mérite d'imagination. Il ne se pouvait que M. le cardinal d'Este n'appréhendât,
comme frère du duc de Modène, l'exaltation d'un sujet désintéressé et ferme, qui sont les deux qualités que les princes d'Italie craignent uniquement dans un pape. Vous avez vu ci-devant qu'il y avait eu même du personnel entre lui et monsieur le cardinal Mazarin en Allemagne, et nous jugeâmes, par toutes ces considérations, qu'il était à propos d'adoucir les choses autant que nous le pourrions de ce côté-là, qui, quoique faible, nous pourrait peut-être faire obstacle. Je dis quoique faible, parce que dans la vérité, la faction de France ne faisait pas une figure assez considérable dans ce conclave, pour que nous ne pussions prétendre, et que nous ne prétendissions, en effet, de faire un pape malgré elle. Ce n'est pas qu'elle manquât de sujet, et même capable. Est, qui était protecteur, suppléait par sa qualité, par sa dépense et par son courage, à ce que l'obscurité de son esprit et l'ambiguïté de ses expressions diminuaient de sa considération. Grimaldi joignait, à la réputation de vigueur qu'il a toujours eue, un air de supériorité aux manières serviles des autres cardinaux de la faction, et il élevait par là au-dessus d'eux sa réputation. Bicci, habile et rompu dans les affaires, il devait tenir naturellement un grand poste. Monsieur le cardinal Antoine brillait par sa libéralité, et monsieur le cardinal Ursine par son nom. Voilà bien des circonstances qui devaient faire qu'une faction ne fût pas méprisable. Il s'en fallait fort peu que celle de la France ne le fût avec toutes ces circonstances, parce qu'elles se trouvèrent compliquées avec d'autres qui les empoisonnèrent. Grimaldi, qui haïssait Mazarin autant qu'il en était haï, n'agissait presque en rien, et d'autant moins qu'il croyait, et avec raison, que de Lionne, qui avait au dehors le secret de la cour, ne le lui confia pas. Est, qui tremblait avec tout son courage, parce que le marquis de Caracenne entra justement, en ce temps-là, dans le Modenois avec toute l'armée du Milanès, faisait qu'il n'osait s'étendre de toute sa force contre l'Espagne. Je vous ai déjà dit que les Médicis n'étaient pas brouillés avec Ursine. Antoine n'était ni intelligent ni actif, et de plus l'on n'ignorait pas que dans le fond du cœur, le cardinal Barbarin, qui était très mal à la cour de France, ne l'emporta. De Lionne ne pouvait pas prendre une entière confiance, parce qu'il ne se pouvait pas assurer que le cardinal Barbarin, qui voulait aujourd'hui sa Ketty qui était agréable à la France, n'en voulut pas demain un autre qui lui fût désagréable. Et cette même considération diminuait encore de beaucoup la confiance que de Lionne eût pu prendre au cardinal d'Este, parce qu'on savait qu'il gardait toujours beaucoup d'égards avec le cardinal Barbarin, et par l'amitié qui avait été longtemps entre eux, et par la raison de la duchesse de Modène qui était sa nièce. Bicci n'était pas selon le cœur de Mazarin, qui le croyait trop fin et très mal disposé pour lui, comme il était vrai. Voilà, comme vous voyez, un détail qui vous peut empêcher de vous étonner de ce que la faction d'une couronne puissante et heureuse n'était pas considérée autant qu'elle devait l'être dans une conjoncture pareille. Vous en serez encore moins surprise quand il vous plaira de faire réflexion sur le premier mobile qui donnait le mouvement à des ressorts aussi mal assortis, ou plutôt aussi dérangés qu'étaient ceux que je viens de vous montrer. De Lionne n'était connu à Rome que comme un petit secrétaire de monsieur le cardinal Mazarin. On l'y avait vu, dans le temps du ministère de monsieur le cardinal de Richelieu, particulier d'un assez bas étage, et de plus prélendier et concubinaire public. Il y eut depuis quelque espèce d'emploi en Italie touchant les affaires de Parme, mais cet emploi n'avait pas été assez grand pour le devoir porter d'un sceau à celui de Rome, ni son expérience assez consommée pour lui confier la direction d'un conclave, qui est incontestablement de toutes les affaires la plus aiguë. Les fautes de ce genre sont assez communes dans les États qui sont dans la prospérité, parce que l'incapacité de ceux qu'ils emploient s'y trouve souvent suppléée par le respect que l'on a pour leur maître. Jamais royaume ne s'est plus confié en ce respect que la France dans le temps du ministère du cardinal Mazarin. Ce n'est pas jeu sûr, il l'éprouva dans l'occasion dont il s'agit. M. de Lionne n'y eut ni assez de dignité, ni assez de capacité pour tenir en équilibre entre tous ces ressorts qui se démanchaient. Nous le reconnûmes en peu de jours, et nous nous en servimes utilement pour notre fin. Je vous ai déjà dit, ce me semble, qu'ayant été averti que de Lionne avait mécontenté M. le cardinal Ursine sur un reste de pension, qui n'était que de 1000 écus, j'en informais M. le cardinal de Médicis assez à temps pour lui donner lieu de le gagner à une condition si petite que pour l'honneur de la pourpre, je crois que je ferais bien mieux de ne le point dire. Vous verrez dans la suite que nous nous servimes encore avec plus de fruit de l'indisposition que M. le cardinal Bicci avait pour lui, pour diviser et pour déconcerter encore la faction de France plus qu'elle ne l'était. Mais comme ce n'était pas celle que nous appréhendions le plus,
quoique ce fût celle qui nous fut le plus opposée, nous n'avancions notre travail du côté qui la regardait que subordonnément au progrès que nous faisions des deux autres, d'où nous craignions, et avec raison, de trouver plus de difficultés. Vous avez déjà vu les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas ignorer que l'Espagne et les Médicis donneraient malaisément à Chigi, et vous avez vu aussi la manœuvre que nous faisions pour lever, peu à peu et même imperceptiblement, leurs indispositions. Je dis imperceptiblement, et ce fut là notre plus grand embarras, car si Barberin se fût seulement le moins du monde aperçu que nous eussions eu la moindre vue pour Chigi, il nous aurait échappé infailliblement, parce qu'avec toute la vertu imaginable, il a tout le caprice possible, et qu'il ne se fût jamais empêché de s'imaginer que nous le trompions sur le sujet de Sacchetti. Ce fut proprement en cet endroit où j'admirais la bonne foi, la prévoyance, l'activité et la pénétration de l'escadron, et particulièrement d'Azzolin, qui fut celui qui se donna le plus de mouvement. Il ne s'y fit pas un pas à l'égard de Barberin et de Sacchetti qui ne put être avoué par la morale la plus sévère. Comme l'on voyait clairement que tout ce qu'on faisait pour lui serait inutile par l'événement, l'on n'oublia aucune démarche de celle que l'on jugea être utile à lever les indispositions que l'on prévoyait se devoir trouver de la part de la France, de l'Espagne et de Florence, et même de Barbarin à l'exaltation de Chigi lorsqu'elle serait en état d'être proposée. Comme l'on ne pouvait douter que pour peu que Barbarin s'aperçût de notre dessein, il entra en défiance de nous-mêmes, nous couvrîmes avec une application si grande et si heureuse notre marche, qu'il ne la connut lui-même que par nous, et quand nous crûmes qu'il était nécessaire qu'il la connût. Ce qu'il y avait de plus embarrassant pour nous était que, comme nous avions encore plus de besoin de lui que des autres, parce qu'enfin nous en tirions notre principale force, il fallait que par préalable même à tout le reste, nous travaillassions à lever les obstacles que nous prévoyions même très grands à notre dessein dans la faction du pape Urbain. Nous savions que l'unique et journalière application des vieux cardinaux, qui en étaient et qui voyaient comme nous l'impossibilité de réussir à l'exaltation de Sacchetti, c'était de faire comprendre à Barberin qu'il lui serait d'une extrême honte que l'on prît un pape qui ne fût pas de ses créatures. Tout conspirait à lui donner cette vue. Chacun prétendait de se l'appliquer en son particulier. Ginetti ne doutait pas que l'attachement qu'il avait de tout temps à sa maison ne lui en eût donné la préférence. Cecchini était persuadé qu'elle était due à son mérite. Rapaccioli, qui n'avait pourtant que 41 ans ou un peu plus, je ne m'en souviens pas précisément, s'imaginait que sa piété, sa capacité et son peu de sa santé l'y pourraient porter même avec facilité. Fiorenzola se laissait chatouiller par les imaginations de Grimaldi, dont le naturel est de croire aisément tout ce qu'il désire. Ceux qui n'ont pas vu les conclaves ne se peuvent figurer les illusions des hommes en ce qui regarde la papauté, et l'on a raison de l'appeler rabbia papale. Cette illusion, toutefois, était toute propre à nous faire manquer notre coup, parce que la clameur de toute la faction du pape Urbain était toute propre à faire appréhender à Barberin de perdre en un moment toutes ses créatures s'il choisissait un pape hors d'elle. Cet inconvénient, comme vous le voyez, était fort grand, mais nous trouvâmes le remède dans le même lieu d'où nous appréhendions le mal, car la jalousie qui était entre eux les obligea, par avance, à faire tant de pas les uns contre les autres, qu'ils fâchèrent Barberin, parce qu'ils n'eurent pas la même circonspection que nous à cacher leurs sentiments sur l'impossibilité de l'exaltation de Sacchetti. Il crut qu'ils voulaient croire cette impossibilité pour relever leurs propres intérêts. Il les considéra au commencement comme des ingrats et des ambitieux, et cette indisposition fit que, quand il vint lui-même à connaître qu'il ne pouvait réussir à Sacchetti, il se résolut plus facilement à sortir de sa faction et à se persuader qu'il hasarderait moins la perte de ses créatures en leur faisant voir qu'il était emporté dans une autre par ses alliés, que de l'aigrir tout entière par la préférence de l'une à l'autre. Car il faut remarquer qu'elle cédait toute à Sacchetti à cause de son âge et de ses manières, qui, dans la vérité, étaient amiables. Ce n'est pas qu'à mon opinion il n'eût été de lui comme de Galba, digne de l'Empire s'il n'eût point été empereur, mais enfin, on n'en était point là. Les autres créatures de Barberin s'étaient réglées sur ce point, mais comme ils ne croyaient pas à son exaltation possible, cette déférence ne faisait qu'augmenter la jalousie enragée qu'ils avaient par avance les uns contre les autres. Le vieux Spada, rompu et corrompu dans les affaires, se déclara contre Rapaccioli jusqu'à faire un libelle contre lui, par lequel il l'accusait d'avoir cru que le diable pouvait être reçu à la pénitence. Montalte dit publiquement qu'il avait de quoi s'opposer en forme à l'exaltation de Fiorenzola.
Celui-ci, dont je vous ai déjà parlé, fit une description assez plaisante de la beauté du carnaval, que la signora Basti, belle et galante, nièce de Cecchini, donnerait au public si son oncle était pape. Toutes ces aigreurs, toutes ces niaiseries, peu dignes à la vérité d'un conclave, déplurent au dernier point à Barberin, esprit pieux et sérieux qui ne blessa ni mon devoir, ni la prétendue tendresse de conscience de Chigi. Comme dans les grandes conversations que j'avais eues avec lui dans les scrutins, il m'avait pénétré, ce qui lui était fort aisé parce que je ne me couvrais pas auprès de lui. Il avait connu que je n'approuvais point qu'on s'entêtât pour les personnes et qu'il suffisait d'éclaircir la vérité. Il me témoigna entrer lui-même dans ses sentiments, et j'eus sujet de croire qu'il était tout propre, par ses maximes, à rendre la paix à l'Église. Il s'en expliqua lui-même assez publiquement et raisonnablement, car Albizzi, pensionnaire des Jésuites, s'étant emporté, même avec brutalité, contre l'extrémité, se disait-il de l'esprit de saint Augustin, Chigi prit la parole avec vigueur, et il parla comme le respect que l'on doit au docteur de la grâce le requiert. Cette rencontre assura absolument Barberin, et beaucoup plus encore que tout ce que je lui en avais dit. Dès qu'il eut pris son parti, nous commençâmes à mettre en œuvre les matériaux que nous n'avions fait jusque-là que disposer. Nous agîmes chacun de notre côté, suivant que nous l'avions projeté. Nous nous expliquâmes de ce que nous avions le plus souvent caché avec soin, ou que nous n'avions tout au plus qu'insinué. Borromée et Acquaviva se développèrent plus pleinement vers l'ambassadeur d'Espagne. Azzolin brilla dans les diverses factions avec plus de liberté. Je m'étendis de toute ma force envers le cardinal doyen. Il prit confiance en moi sur le désir qu'il avait d'adoucir le grand-duc par les Barberins. Le cardinal Barberin l'y eut tout entière sur la joie qu'il en avait. Azzolin ou Lomlin, je ne me souviens pas précisément lequel ce fut, découvrit que Bicci, qui était allé à Chigi, était très bien intentionné pour lui dans le fond. Il entra dans ce commerce habilement et adroitement, et si bien que Bicci, qui ne crut pas que le Mazarin eût assez de confiance en lui pour concourir sur sa parole à l'exaltation de Chigi, employa pour le persuader Sacchetti, qui, lassé comme il me semble que je vous l'ai dit ci-dessus, de se voir balloter inutilement tous les soirs et tous les matins, lui dépêcha un courrier pour l'avertir que Chigi serait pape en dépit de la France, s'il faisait tant que de lui donner l'exclusion comme l'on disait. Car dès qu'on le vit sur les rangs, tous les subalternes, selon le style de la nation, publièrent que le roi ne le souffrirait jamais. Mazarin ne fut pas de leur sentiment, et il renvoya par le même courrier ordre à de Lyon de ne le point exclure. Il eut raison, car je suis persuadé que si l'exclusion en fût arrivée, Chigi eût été pape 3 jours plus tôt qu'il ne le fut. Les couronnes ne doivent jamais hasarder facilement ces exclusions. Il y a des conclaves où elles peuvent réussir. Il y en a d'autres où le succès serait impossible. Celui-là était du nombre. Le sacré collège était fort, et de plus, il sentait sa force. Les choses étant dans l'état que je viens de poser, messieurs les cardinaux de Médicis et Barbarin me chargèrent, sur les 9 heures du soir, d'en aller porter la nouvelle à monsieur le cardinal Chigi. Je le trouvai au lit. Je lui baisai la main. Il m'entendit et il me dit en m'embrassant « Ecco l'effetto della buona vicinanza ». Je vous ai déjà dit que j'étais au scrutin auprès de lui. Tout le collège y accourut ensuite. Il m'envoya quérir sur les 11 heures, après que tout le monde fut sorti de sa cellule, et je ne puis vous exprimer les bontés avec lesquelles il me traita. Nous l'allâmes tous prendre, le lendemain au matin, dans sa cellule, et nous l'accompagnâmes à la chapelle du scrutin, où il eut, ce me semble, toutes les voix, à la réserve d'une ou tout au plus de 2. Le soupçon tomba sur le vieux Spada, Grimaldi et Rossetti, lesquels, à la vérité, furent les seuls qui improuvèrent, au moins publiquement, son exaltation. Grimaldi me dit à moi-même que j'avais fait un choix dont je me repentirais en mon particulier. Et il se trouva par l'événement qu'il dit vrai. J'attribuais son discours à son travers. La version de Spada, à l'envie qui lui était naturelle, et celle de Rossetti à l'appréhension qu'il avait de la sévérité de Chigi. Je crois encore que je ne me trompais pas dans ce jugement, quoique j'avoue qu'ils ne se trompaient pas eux-mêmes pour le fond. Ce qui est constant est que jamais élection de pape n'a été plus universellement applaudie. Il ne se défaillit pas à lui-même dans les premiers moments qui, par une imperfection assez bizarre de la nature humaine, surprennent davantage les gens qui les attendent avec le plus d'impatience. La suite a fait voir qu'il n'était pas assez homme de bien pour n'en avoir pas eu beaucoup dans ce rencontre.
Il fut si éloigné d'en donner aucune marque, que nous eûmes sujet de croire qu'il en avait même de la douleur. Il pleura amèrement au même moment que le relisait le scrutin qui le faisait pape. Et comme il vit que je le remarquais, il m'embrassa d'un bras et prit de l'autre l'homeline qui était au-dessous de lui, et il nous dit à l'un et à l'autre « Pardonnez cette faiblesse à un homme qui a toujours aimé ses proches avec tendresse et qui s'en voit séparé pour jamais. » Nous descendîmes, après les cérémonies accoutumées, à Saint-Pierre. Il affecta de ne s'asseoir que sur le coin de l'autel, quoique les maîtres des cérémonies lui dirent que la coutume était que les papes se misent justement sur le milieu. Il y reçut l'adoration du Sacré Collège avec beaucoup plus de modestie que de grandeur, avec beaucoup plus d'abattement que de joie, et lorsque je m'approchai à mon tour pour lui baiser les pieds, en m'embrassant il me dit si haut que les ambassadeurs d'Espagne et de Venise et le connétable Colonne l'entendirent, « Signor cardinal de Ré, ecce opus manum tuarum » Vous pouvez juger de l'effet que fit cette parole. Les ambassadeurs la dirent à ceux qui étaient auprès d'eux. Elle se répandit en moins d'un rien dans toute l'Église. Châtillon, frère de Barillon, me la redit 1 heure après, en me rencontrant comme je sortais, et je retournai chez moi, accompagné de plus de 6-20 carrosses, qui étaient tous pleins de gens persuadés que j'allais gouverner le pontificat. Je me souviens que Châtillon me dit à l'oreille « Je suis résolu de compter les carrosses pour rendre ce soir un compte exact à M. de Lionne. Il ne faut pas épargner cette joie au cocu. » Je vous ai promis quelques épisodes, je vais vous tenir ma parole. Vous avez déjà vu que la faction de France avait un ordre du roi, non pas seulement de ne pas communiquer avec moi, mais même de ne pas me saluer. Monsieur le cardinal d'Este évita avec soin de me rencontrer. Quand il ne le put, il tourna la tête de l'autre côté, où il fit semblant de ramasser un mouchoir ou de parler à quelqu'un. Enfin, comme il a toujours affecté de paraître ecclésiastique, il affecta aussi, à mon opinion, de témoigner en cette occasion qu'une conduite qui blessait même l'apparence de la charité chrétienne lui faisait de la peine. Antoine me saluait toujours fort honnêtement, quand personne ne le voyait, mais comme il était fort bas à la cour et fort timide, il se redressait en public, et Ursine, qui était l'âme du monde la plus vile, me morguait également partout. Bicci me saluait toujours civilement, et Grimaldi n'observait l'ordre du roi qu'en ce qu'il ne me visitait pas, car il me parlait même dans la rencontre et toujours fort honnêtement. Ce détail vous paraît sans doute une minutie, mais ce qui fait que je ne l'aimais pas est qu'il me paraît être une véritable et bien naturelle image de la lâcheté politique des courtisans. Chacun d'eux la monte et la baisse à son cran, et leur inclination la règle sans comparaison davantage que leur véritable intérêt. Ils se conduisirent tous dans le conclave différemment sur mon sujet. J'observai qu'ils s'en turent tous également à la cour. J'appliquai depuis cet exemple à 1000 autres. Je vivais avec autant d'honnêteté à leur égard que s'ils eussent fort bien vécu avec moi. J'avais toujours la main au bonnet devant eux, de 50 pas, et je poussais ma civilité jusqu'à l'humilité. Je disais à qui le voulait entendre que je leur rendais ces respects, non pas seulement comme à mes frères, mais encore comme à des serviteurs de mon roi. Je parlais en français, en chrétien, en ecclésiastique, et Ursine m'ayant un jour morgué si publiquement que tout le monde s'en scandalisa, je renouvelai d'honnêteté pour lui à un point que tout le monde s'en édifia. Ce qui arriva, le lendemain, releva cette modestie, ou plutôt cette affectation de modestie. Le cardinal Jean Carlet de Médicis, qui était naturellement impétueux, s'éleva contre moi sur ce que j'étais, se disait-il, trop uni avec l'escadron. Je lui répondis avec toute la considération que je devais et à sa personne et à sa maison. Il ne laissa pas de s'échauffer et de me dire que je me devrais souvenir des obligations que ma maison avait à la sienne, sur quoi je lui dis que je ne les oublierais jamais, et que monsieur le cardinal doyen et monsieur le grand-duc en étaient très persuadés. « Je ne le suis pas moi, » reprit-il tout d'un coup, « que vous vous souveniez bien que sans la reine Catherine vous seriez un gentilhomme comme un autre à Florence. »« Pardonnez-moi, monsieur, » lui répondis-je en présence de 12 ou 15 cardinaux, « et pour vous faire voir que je sais bien ce que je serai à Florence, je vous dirais que si j'étais selon ma naissance, j'y serais autant au-dessus de vous que mes prédécesseurs y étaient au-dessus des vôtres, il y a 400 ans. » Je me tournai ensuite vers ceux qui étaient présents et je leur dis « Vous voyez, messieurs, que le sang français s'émeut aisément contre la faction d'Espagne. » Le grand-duc et le cardinal doyen eurent l'honnêteté de ne point s'aigrir de cette parole, et le marquis Ricardi, ambassadeur du premier, me dit au sortir du conclave qu'elle lui avait même plu
et qu'il avait blâmé le cardinal Jean Carlet. Il y eut une autre scène, quelques jours après, qui me fut assez heureuse. Le duc de Terrancieva, ambassadeur d'Espagne, présenta un mémorial au Sacré Collège à propos de je ne sais quoi dont je ne me souviens point, et il donna dans ce mémorial la qualité de fils aîné de l'Église au roi son maître. Comme le secrétaire du collège le lisait, je remarquai cette expression qui ne fut point à mon sens observée par les cardinaux de la faction. Il est au moins certain qu'elle ne fut pas relevée. Je leur en laissai tout le temps, afin de ne faire paraître ni précipitation ni affectation. Comme je vis qu'ils demeuraient tous dans un profond silence, je me levai, je sortis de ma place, et en m'avançant du côté de monsieur le cardinal doyen, je m'opposai en forme à l'article du mémorial, dans lequel le roi catholique était appelé fils aîné de l'Église. Je demandai acte de mon opposition, et on me l'accorda, et en bonne forme, signé de 4 maîtres de cérémonie. Monsieur le cardinal Mazarin eut la bonté de dire au roi et à la reine-mère, en plein cercle, que cette pièce avait été concertée avec l'ambassadeur d'Espagne pour m'en faire honneur en France. Il n'est jamais honnête à un ministre d'être imposteur, mais il n'est pas même politique de porter l'imposture au-delà de toutes les apparences. Je ne puis finir cette matière des conclaves sans vous en faire une peinture qui vous les fasse connaître et qui efface l'idée que vous avez sans doute prise sur le bruit commun et peut-être sur la lecture de ces relations fabuleuses qui en ont été faites. Ce que je viens même de vous exposer de celui d'Alexandre VII ne vous en aura pas détrompé, parce que vous y avez vu des murmures, des plaintes, des aigreurs. Et c'est ce qu'il est, à mon opinion, nécessaire de vous expliquer. Il est certain qu'il y eut dans ce conclave plus de ces murmures, de ces plaintes et de ces aigreurs qu'en aucun autre que j'ai jamais vu. Il ne l'est pas moins que, à la réserve de ce qui se passa entre monsieur le cardinal Jean Carlet et moi, dont je vous ai rendu compte, d'une parole encore sans comparaison plus légère qu'il s'attira d'Imperiali, à force de le presser, et du libelle de Spada contre Rapaccioli. Il n'y eut pas, dans ces murmures, dans ces plaintes et dans ces aigreurs extérieures, je ne dis pas la moindre étincelle de haine, mais même d'indisposition. On y vécut toujours ensemble avec le même respect et la même civilité que l'on observe dans les cabinets des rois, avec la même politesse qu'on avait dans la cour de Henri III, avec la même familiarité que l'on voit dans les collèges, avec la même modestie qui se remarque dans les noviciats, et avec la même charité, au moins en apparence, qui pourrait être entre des frères parfaitement unis. Je n'exagère rien, et j'en dis encore moins que je n'en ai vu dans les autres conclaves dans lesquels je me suis trouvé. Je ne puis pas mieux exprimer sur ce sujet qu'en vous disant que même dans celui d'Alexandre VII, que l'impétuosité de monsieur le cardinal Jean Carlet de Médicis éveilla, ou plutôt dérégla un peu, la réponse que je lui fis ne fut excusée que parce qu'il n'y était point aimé, que celle d'Imperiali y fut condamnée, et que le libelle de Spada y fut détesté et désavoué dès le lendemain au matin, par lui-même, à cause de la honte qu'on lui en fit. Je puis dire avec vérité que je n'ai jamais vu, dans aucun des conclaves auxquels j'ai assisté, ni un seul cardinal, ni un seul conclaviste s'emporter. J'en ai même vu fort peu qui s'y étaient échauffés. Il était rare d'y entendre une voix élevée ou d'y remarquer un visage changé. J'ai souvent essayé d'y trouver de la différence dans l'air de ceux qui venaient d'être exclus, et je puis dire avec vérité qu'à la réserve d'une seule fois, je n'y en ai jamais trouvé. L'on y est même si éloigné du soupçon de ces vengeances, dont l'erreur commune charge l'Italie, qu'il est assez ordinaire que l'excluant y boive à son dîner du vin que l'exclu du matin lui vient d'envoyer. Enfin, j'ose dire qu'il n'y a rien de plus sage, ni de plus grand, que l'extérieur ordinaire d'un conclave. Je sais bien que la forme qui s'y pratique, depuis la bulle de Grégoire, contribue beaucoup à le régler, mais il faut avouer qu'il n'y a que les Italiens au monde capables d'observer cette règle avec autant de bienséance qu'ils le font. Je reviens à la suite de ma narration. Chapitre 19e. Ré à Rome, le pape Alexandre VII. Vous croyez aisément que je ne manquais pas, dans le cours du conclave, de prendre les sentiments de monsieur le cardinal Chigi et de mes amis de l'escadron sur la conduite que j'avais à tenir après que j'en serais sorti. Je prévoyais qu'elle serait assez difficile, et du côté de Rome et du côté de France, et je connus, dès les premières conversations, que je ne me trompais pas dans ma prévoyance. Je commencerai par les embarras que je trouvai à Rome, que j'expliquerai de suite, pour ne point interrompre le fil du récit,
et je ne reviendrai à ce que je fis du côté de France qu'après que je vous aurai exposé la conduite que je pris en Italie. Mes amis, qui n'étaient nullement partis en ce pays-là, et qui, selon le génie de notre nation qui traite tout autre par rapport à elle, s'imaginaient qu'un cardinal persécuté pouvait et devait même vivre presque un homme privé à Rome, m'écrivaient par toutes leurs lettres qu'il était de la bienséance que je demeurasse toujours dans la maison de la mission où je m'étais effectivement logé 7 ou 8 jours après que je fus arrivé. Ils ajoutaient qu'il était nécessaire que je ne fisse aucune dépense, et parce que tous mes revenus étant saisis en France, avec une rigueur extraordinaire, je ne pourrais pas même soutenir une médiocre, et parce que cette modestie ferait un effet admirable dans le clergé de Paris, duquel j'aurais un grand besoin dans les suites. Je parlais sur ce ton à M. le cardinal Chigi, qui passait pour le plus grand ecclésiastique qui fut au-delà des monts, et je fus bien surpris quand il me dit « Non, non, monsieur, quand vous serez établi dans votre siège, vivez comme il vous plaira, parce que vous serez dans un pays où l'on saura ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas. Vous êtes à Rome, où vos ennemis disent tous les jours que vous êtes décrédité en France. Il est de la nécessité de faire voir qu'ils ne disent pas vrai. Vous n'êtes pas ermite, vous êtes cardinal, et cardinal d'une volée que nous appelons en ce pays Dei Cardinalone. Nous y estimons peut-être plus qu'ailleurs la modestie, mais il faut à un homme de votre âge, de votre naissance et de votre sorte qu'elle soit tempérée. Il faut de plus qu'elle soit si volontaire qu'il n'y ait pas seulement le moindre soupçon qu'elle soit forcée. Il y a beaucoup de gens à Rome qui aiment à assassiner ceux qui sont à terre. N'y tombez pas, mon cher monsieur, et faites réflexion, je vous supplie, quel personnage vous jouerez dans les rues avec les 6 estafiers dont vous parlez, quand vous y trouverez un petit bourgeois de Paris qui ne s'arrêtera pas devant vous et qui vous bravera pour faire sa cour au cardinal d'Este. Vous ne deviez pas venir à Rome si vous n'étiez pas en résolution et en pouvoir d'y soutenir votre dignité. Nous ne mettons point l'humilité chrétienne à la perdre, et je n'ai rien à vous dire, si ce n'est que le pauvre cardinal Chigi qui vous parle, qui n'a que 5000 écus de rente, et qui est sur le pied du plus gueux des cardinaux moines, ne peut aller aux fonctions sans 4 carrosses de livrée, roulant ensemble, quoiqu'il soit assuré qu'il ne trouvera personne dans les rues qui manque en sa personne au respect que l'on doit à la pourpre. Voilà une petite partie de ce que le cardinal Chigi me disait tous les jours, et de tout ce que mes autres amis, qui n'étaient pas, ou du moins qui ne faisaient pas les ecclésiastiques si zélés que lui, m'exagéraient encore beaucoup davantage. Monsieur le cardinal Barberin éclatait encore plus que tous les autres contre ce projet de retranchement. Il m'offrait sa bourse, mais comme je ne la voulais pas prendre, et comme même j'eusse été fort aise de n'être pas à charge à mes proches et à mes amis de France, je me trouvais fort en peine, et d'autant plus que je les voyais très disposés à croire que la grande dépense ne m'était nullement nécessaire à Rome. Je n'ai guère eu dans ma vie de rencontre plus fâcheux que celui-là, et je vous puis dire avec vérité que je ne sais qu'une occasion où j'ai eu plus de besoin de faire un effort terrible sur moi pour m'empêcher de faire ce que j'aurais souhaité. Si je me fusse cru, je me serais réduit à 2 estafiers. La nécessité l'emporta. Je connus visiblement que je tomberais dans le mépris si je ne me soutenais avec éclat. Je cherchai un palais pour me loger, je rassemblai toute ma maison qui était fort grande, je fis des livrées modestes mais nombreuses de 80 personnes. Je tiens une grande table. Les habits de Courtenay et de Sévigné se rendirent auprès de moi. Campi, qui avait commandé le régiment italien de monsieur le cardinal Mazarin, et qui s'était depuis attaché à moi, me joignit. Tous mes domestiques y accoururent. Ma dépense fut très grande quand j'en fus sorti, elle fut nécessaire, et l'événement fit connaître que le conseil de mes amis d'Italie était mieux fondé que celui de mes amis de France. Car monsieur le cardinal d'Este, ayant défendu, dès le lendemain de la création du pape, à tout Français, de la part du roi, de s'arrêter devant moi dans les rues, et même au supérieur des églises françaises de me recevoir, je fusse tombé dans le ridicule si je n'eusse été en état de faire respecter ma dignité, et vous allez connaître clairement cette vérité par la réponse que le pape me fit lorsque je le suppliai de me prescrire de quelle manière il lui plaisait que je me conduisisse à l'égard de ces ordres de monsieur le cardinal d'Este. Je vous la dirai après que je vous aurai rendu compte des premières démarches qu'il fit après sa création. Il fit apporter, dès le lendemain même, avec apparat, son cercueil sous son lit. Il donna, le jour suivant, un habit particulier aux caudataires des cardinaux. Il défendit, le 3e, aux cardinaux de porter le deuil, au moins en leur personne, même de leur père. Je me le tins pour dit,
et je dis moi-même à Azzoline, qui en convint, que nous étions pris pour dupes, et que le pape ne serait jamais qu'un fort pauvre homme. Le cavalier Bernine, qui avait bon sens, remarqua 2 ou 3 jours après que le pape n'avait observé, dans une statue qui lui faisait voir, qu'une petite frange qui était au bas de la robe de celui qu'elle représentait. Ces observations paraissent légères, elles sont certaines. Les grands hommes peuvent avoir de grands faibles, ils ne sont pas même exempts de tous les petits, mais il y en a dont ils ne sont pas susceptibles, et je n'ai jamais vu, par exemple, qu'ils aient entamé un grand emploi par des bagatelles. Azzoline, qui fit les mêmes remarques que moi, me conseilla de ne pas perdre un moment à engager Rome à ma protection par la prise du pallium de l'archevêché de Paris. Je le demandai dans le premier consistoire, devant qu'on eût seulement fait réflexion que je pensasse à le demander. Le pape me le donna naturellement, sans y faire lui-même de réflexion. La chose était dans l'ordre, et il ne la pouvait refuser selon les règles. Mais vous verrez par les suites que ce n'étaient pas les règles qui les réglaient. Ce pas me fit croire qu'il n'aurait pas au moins de peine à faire que l'on me traitât de cardinal à Rome. Je me plaignis à lui des ordres contraires que M. le cardinal d'Este avait donnés à tous les Français. Je lui représentais qu'il ne se contentait pas de faire le souverain dans Rome, en me dégradant des honneurs temporels, mais qu'il y faisait encore le souverain pontife en m'interdisant les églises françaises. L'étoffe était large, je ne m'en fis pas faute. Le pape, à qui M. de Lionne s'était plaint, avec un éclat qui passa jusqu'à l'insolence, de la concession du pallium, me parut fort embarrassé. Il parla beaucoup contre le cardinal d'Este. Il déplora la misérable coutume, ce fut son mot, qui avait assujetti plutôt qu'attaché les cardinaux aux couronnes, jusqu'au point d'avoir formé entre eux-mêmes des schismes scandaleux. Il s'étendit avec emphase sur la thèse, mais j'eus mauvaise opinion de mon affaire quand je vis qu'il demeurait si longtemps sur le général sans descendre au particulier, et je m'aperçus aussitôt après que ma crainte n'était pas vaine, parce qu'il s'expliqua enfin, après beaucoup de circonlocutions en ces termes. La politique de mes prédécesseurs ne m'a pas laissé un champ aussi libre que mes bonnes intentions le mériteraient. Je conviens qu'il est honteux au collège et même au Saint-Siège de souffrir la licence que le cardinal d'Este, ou plutôt que le cardinal Mazarin se donne en ce rencontre. Mais les Espagnols l'ont prise presque pareil sous Innocent, à l'égard du cardinal Barberin, et même sous Paul V, le maréchal d'Estrée n'en usa guère mieux envers le cardinal Borghese. Ces exemples, dans un temps ordinaire, n'autoriseraient pas le mal et je les saurais bien redresser, mais vous devez faire réflexion, caro mio signor cardinale, que la chrétienté est en feu, et qu'il n'y a que le pape Alexandre qui le puisse éteindre, qu'il est obligé, par cette raison, de fermer en beaucoup de rencontres les yeux, pour ne pas se mettre en état de se trouver inutile à un bien aussi public et aussi nécessaire que celui de la paix générale. Que direz-vous lorsque vous saurez ce que Lionne m'a déclaré insolemment depuis 3 jours sur ce que je vous ai donné le pallium, que la France ne me donnerait aucune part au traité dont on parle et qui n'est pas si éloigné que l'on croit? Ce que je vous dis n'est pas que je vous veuille abandonner, mais seulement pour vous faire voir qu'il faut que je me conduise avec beaucoup de circonspection et qu'il est bon aussi que vous m'aidiez de votre côté et que nous nous donnions tous les deux tempo al tempo. Si j'eusse voulu faire bien ma cour à sa sainteté, je n'avais qu'à me retirer après ce discours, qui, comme vous voyez, n'était qu'un préparatoire à ne point recevoir la réponse que je demandais. Mais comme elle m'était absolument nécessaire et presque pressée, parce que je me pouvais rencontrer à tous les instants dans l'embarras dont il s'agissait, je ne crus pas que j'en dusse demeurer là avec le pape, et je pris la liberté de lui reparler avec un profond respect, en lui représentant que peut-être, au sortir du Vatican, je trouverais dans la rue le cardinal d'Este, qui n'étant que cardinal diacre, devait s'arrêter devant moi, que je rencontrerais infailliblement des Français, dont Rome était toute pleine, que je le suppliais de me donner ses ordres, avec lesquels je ne pouvais plus faillir et sans lesquels je ne savais ce que j'avais à faire, que si je souffrais que l'on ne me rendît pas ce que le cérémonial veut que l'on rende aux cardinaux, j'appréhendais que le Sacré Collège n'approuvât pas ma conduite, que si je me mettais en devoir de me le faire rendre, je craignais de manquer au respect que je devais à sa sainteté, à laquelle seule il touchait de régler tout ce qui nous regardait, et les uns et les autres, que je la suppliais très humblement de me prescrire précisément ce que je devais faire, et que je l'assurais que je n'aurais pas la moindre peine à exécuter tout ce qui lui plairait de m'ordonner, parce que je croyais qu'il y aurait autant de gloire pour moi à me soumettre à ses ordres
qu'il y aurait de honte à reconnaître ceux de monsieur le cardinal d'Este. Ce fut à cet instant où je reconnus, pour la première fois, le génie du pape Alexandre, qui mettait partout la finesse. C'est un grand défaut, et d'autant plus grand quand il se rencontre dans les hommes de grande dignité, qu'ils ne s'en corrigent jamais, parce que le respect qu'on a pour eux, et qui étouffe les plaintes, fait qu'ils demeurent presque toujours persuadés qu'ils fascinent tout le monde, même dans les occasions où ils ne trompent personne. Le pape, qui dans la vue de se disculper, ou plutôt de se débarrasser de ma conduite, soit à l'égard de la France, soit à celui du Sacré Collège, eût souhaité que je lui eusse contesté ce qu'il me proposait, reprit promptement et même vivement la parole de me soumettre que vous venez de voir, et il me dit « Le cardinal d'Este au nom du roi ». Le nom avec lequel il prononça ce mot, joint à ce que le marquis Ricardi, ambassadeur de Florence, m'avait dit la veille d'un tour assez pareil qu'il avait donné 3 ou 4 jours auparavant, à une conversation qu'il avait eue avec lui, ce ton, dis-je, me fit juger que le pape s'attendait que je prendrais le change, que je verbaliserais sur la distinction des ordres du roi et de ceux de monsieur le cardinal d'Este, et qu'ainsi il aurait lieu de dire à monsieur de Lyonne qu'il m'avait exhorté à l'obéissance, et à mes confrères qu'il ne m'avait recommandé que de demeurer dans les termes du respect que je devais au roi. Je ne lui donnai lieu ni de l'un ni de l'autre, car je lui répondis sans balancer que c'était justement ce qui me mettait en peine, et sur quoi je le suppliais de décider, parce que d'un côté le nom du roi paraissait, pour lequel je devais avoir toutes sortes de soumissions, et que de l'autre, je voyais celui de sa sainteté si blessé que je ne croyais pas devoir, en mon particulier, donner les mains à une atteinte de cette nature que je n'en eusse au moins un ordre express. Le pape battit beaucoup de pays pour me tirer, ou plutôt pour se tirer lui-même de la décision que je lui demandais. Je demeurai fixe et ferme. Il courut, il s'égaya, ce qui est toujours facile aux supérieurs. Il me répéta plusieurs fois que le roi était un grand monarque. Il me dit d'autres fois que Dieu était encore plus puissant que lui. Tantôt il exagérait les obligations que les ecclésiastiques avaient à conserver les libertés et les immunités de l'Église, tantôt il s'étendait sur la nécessité de ménager, dans la conjoncture présente, l'esprit des rois. Il me recommanda la patience chrétienne, il me recommanda la vigueur épiscopale, il blâma le cérémonial, auquel l'on était trop attaché à la cour de Rome, il en loua l'observation comme étant nécessaire pour le maintien de sa dignité. Le sens littéral de tout son discours était que, quoi que je puisse faire, je ne pourrais rien faire qu'il ne pût dire m'avoir défendu. Je le pressai de s'expliquer, autant que l'on peut presser un homme qui est assis dans la chaire de Saint-Pierre. Je n'en pus rien tirer. Je rendis compte de mon audience à monsieur le cardinal Barberin et à mes amis de l'escadron, et je vous rendrai celui de la conduite qu'ils me firent prendre, après que je vous aurai entretenu, et d'une conversation que monsieur de Lyonne avait eue avec le pape quelques jours auparavant, et de ce qui se passait entre monsieur de Lyonne et moi dans le même temps. Lyonne, qui n'était rétabli à la cour que depuis peu, fut touché au vif de ce que le pape m'avait donné le pallium, parce qu'il appréhendait que monsieur le cardinal Mazarin ne se prit à lui d'une action qu'il craignait que l'on imputât à sa négligence. Il n'en avait pas été averti, ce qui pouvait être un grand crime auprès d'un homme qui lui avait dit en partant qu'il n'y en avait pas un à Rome qui ne lui servît volontiers d'espion. L'appréhension qu'il eut de la réprimande l'obligea à en faire une terrible au pape, car la manière dont il lui parla ne se peut appeler une plainte. Il lui déclara en face que nonobstant mes bulles, ma prise de possession et mon pallium, le roi ne me tenait ni ne me tiendrait jamais pour archevêque de Paris. Voilà une des plus douces phrases de l'oraison. Les figures en furent remplies de menaces d'arrêt du Parlement, de décrets de Sorbonne, de résolutions du clergé de France. L'on jeta quelques mots, un peu enveloppés de schisme, et l'on s'expliqua clairement et nettement de l'exclusion entière et absolue que l'on donnerait au pape du Congrès pour la paix générale, que l'on supposait se devoir traiter au premier jour. Ce dernier chef effraya le pape Alexandre à un tel point qu'il fit 1 million d'excuses à de Lyonne, et si basses, et même si ridicules, qu'elles seront incroyables à la postérité. Il lui dit, les larmes aux yeux, que je l'avais surpris, qu'il ferait au premier jour une congrégation de cardinaux agréables au roi, pour examiner ce qui se pourrait faire pour sa satisfaction, que lui, M. de Lyonne, n'avait qu'à travailler incessamment et en diligence aux mémoires de tout ce qui s'était passé dans la guerre civile, qu'il en ferait très bonne et très brève justice à sa majesté. Enfin, il contenta si bien et si pleinement M. de Lyonne
qu'il écrivit à monsieur le cardinal Mazarin par un courrier express en ses propres termes. « J'espère que je donnerai dans peu de jours une nouvelle encore meilleure que celle-ci à votre éminence, qui sera que le cardinal de Ré sera au château Saint-Ange. Le pape ne compte pour rien les amnisties accordées au parti de Paris et il m'a dit que le cardinal de Ré ne s'en peut servir parce qu'il n'y a que le pape qui puisse absoudre les cardinaux comme il n'y a que lui qui les puisse condamner. » Je ne lui ai pas laissé passer à tout hasard ces alternatives et je lui ai répondu que le Parlement de Paris prétendait qu'il les peut condamner et qu'il aurait déjà fait le procès au cardinal de Ré si votre éminence ne s'y était opposé avec vigueur, par le pur motif du respect qu'il a pour le Saint-Siège et pour sa sainteté en particulier. Le pape m'a témoigné qu'il vous en était, monseigneur, très obligé, et m'a chargé de vous assurer qu'il ferait plus de justice au roi que le Parlement de Paris ne lui en aurait pu faire. Voilà un des articles de la lettre de Lyon. Je vous supplie d'observer que la conversation que j'eus avec le pape, dont je viens de vous raconter le détail, ne fut précédée que de 2 ou 3 jours de celle que M. de Lyon eut avec lui, et qui fut la manière de la lettre que vous venez de voir. Quand même elle ne fut pas venue à ma connaissance, je n'eusse pas laissé de m'apercevoir de l'indisposition du pape, dont j'avais non seulement des indices, mais des lumières certaines. Monsignor Febey, premier maître des cérémonies, homme sage et homme de bien, et qui de concert avec moi avait servi le pape très dignement pour son exaltation, m'avertit qu'il le trouvait beaucoup changé à mon égard, et à un point, ajouta-t-il, que j'en suis scandalisé al maggior segno. Le pape avait même dit à l'abbé Charrier qu'il ne comprenait pas le plaisir que je prenais à faire courir dans Rome le bruit que je gouvernais le pontificat. Le père Hilarion, bernardin et abbé de Sainte-Croix de Jérusalem, qui était un des plus honnêtes hommes du monde, et avec lequel j'avais fait une étroite amitié, me conseilla, sur ce discours du pape à l'abbé Charrier, de faire un tour à la campagne, sous prétexte d'y aller prendre l'air, mais en effet pour lui faire voir que j'étais bien éloigné de m'empresser à la cour. Je suivis son avis, et j'allai 1 mois ou 5 semaines à Grottaferrata, qui est à 4 lieues de Rome. C'était autrefois le Tusculum de Cicéron, et c'est présentement une abbaye de l'ordre de Saint-Basile. Elle est à monsieur le cardinal Barberin. Le lieu est extrêmement agréable, et il ne me paraît pas même flatté en ce que son ancien seigneur en dit dans ses épîtres. Je m'y divertissais par la vue de ce qui paraît encore de ce grand homme. Les colonnes de marbre blanc qu'il fit apporter de Grèce pour son vestibule y soutiennent l'église des religieux qui sont italiens, mais qui font l'office en grec et qui ont un chant particulier, même très beau. Ce fut dans ce séjour où j'eus connaissance de la lettre de M. de Lyon, de laquelle je viens de vous parler. Croissy m'en apporta une copie tirée sur l'original. Il est nécessaire que je vous explique, et qui était ce Croissy et le fond de l'intrigue qui me donna lieu de voir cette lettre. Je reviens à la lettre que Croissy m'apporta à Grottaferrata. J'en fus surpris, mais de cette sorte de surprise qui n'émeut point. J'ai toute ma vie senti que ce qui est incroyable a fait toujours cet effet en moi. Ce n'est pas que je ne sache que ce qui est incroyable est souvent vrai, mais comme il ne doit pas l'être dans l'ordre de la prévoyance, je n'ai jamais pu en être touché, parce que j'en ai toujours considéré les événements comme des coups de foudre, qui ne sont pas ordinaires, mais qui peuvent toujours arriver. Nous fîmes toutefois de grandes réflexions, Croissy, l'abbé Charrier et moi, sur cette lettre. J'envoyai celui-ci à Rome, en communiquer le contenu à M. le cardinal Azzolin, qui ne fit pas grand cas des paroles du pape, sur lesquelles M. de Lyon faisait tant de fondements, et qui dit à l'abbé Charrier, très habilement et très subtilement, qu'il était persuadé que Lyon, qui avait intérêt de couvrir ou plutôt de déguiser et de déparer à la cour de France la prise du pallium, grossissait les paroles et les promesses de sa sainteté, qui d'ailleurs, ajouta Azzolin, est le premier homme du monde à trouver des expressions qui montrent tout et qui ne donnent rien. Il me conseilla de retourner à Rome, de faire bonne mine, de continuer à témoigner au pape une parfaite confiance et en sa justice et en sa bonne volonté, et d'aller mon chemin comme si je ne savais rien de ce qu'il avait dit à Lyon. Je le crus, j'en usai ainsi. Je déclarai en y arrivant, selon que nos amis m'avaient conseillé avant que j'en sortisse, que j'avais tant de respect pour le nom du roi, que je souffrirais toute chose sans exception de tous ceux qui auraient le moins du monde son caractère, que non pas seulement M. de Lyon, mais que même M. Gueffier, qui était simple agent de France, vivrait avec moi comme il leur plairait,
que je leur ferais toujours dans les rencontres toutes les civilités qui seraient en mon pouvoir, que pour ce qui était de messieurs les cardinaux mes confrères, j'observerais la même règle, parce que j'étais persuadé qu'il n'y avait aucune raison au monde capable de dispenser les ecclésiastiques de tous les devoirs, même extérieurs, de l'union et de la charité qui doit être entre eux, que cette règle, qui est de l'Évangile et par conséquent bien supérieure à celle des cérémoniaux, m'apprenait que je ne devais point prendre garde avec eux s'ils étaient mes aînés ou mes cadets, que je m'arrêterais également devant eux sans faire réflexion s'ils me rendraient l'appareil ou s'ils ne me la rendraient pas, s'ils me salueraient ou s'ils ne me salueraient point, que pour ce qui était des particuliers qui n'avaient point de caractère particulier du roi, et qui ne rendraient pas à ma personne le respect qu'ils devaient à la pourpre, je ne pourrais pas avoir la même conduite, parce qu'elle tournerait au déchet de sa dignité par les conséquences que les gens du monde ne manquent jamais de tirer à leur avantage contre les prérogatives de l'Église, que comme toutefois je me sentais, et par mon inclination, et par mes maximes, très éloigné de tout ce qui pourrait avoir le moindre air de violence, j'ordonnerais à mes gens de n'en faire aucune au premier de ceux qui manqueraient à ce qu'ils me doivent, et que je me contenterais qu'ils coupassent les jarrets aux chevaux de leur carrosse. Vous croyez aisément que personne ne s'exposa à recevoir un affront de cette nature. La plupart des Français s'arrêtèrent devant moi. Ceux qui crurent devoir obéir aux ordres de M. le cardinal d'Este évitèrent avec soin de me rencontrer dans les rues. Le pape, à qui M. le cardinal Bicci grossit beaucoup la déclaration publique que j'avais faite sur la conduite que je tiendrais, m'en parla sur un ton de réprimande, en me disant que je ne devais pas menacer ceux qui obéiraient aux ordres du roi. Comme je connaissais déjà ses manières toutes artificieuses, je crus que je ne devais répondre que d'une façon qui l'obligeât lui-même à s'expliquer, ce qui est une règle infaillible pour agir avec les gens de ce caractère. Je lui répondis que je lui étais sensiblement obligé de la bonté qu'il avait de me donner ses ordres, que je souffrirais dorénavant tout du moindre français, et qu'il me suffisait, pour me justifier dans le sacré collège, que je pusse dire que c'était par commandement de sa sainteté. Le pape reprit ce mot avec chaleur et il me répondit « Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne prétends point que l'on ne rende pas ce qu'on doit à la pourpre. Vous allez d'une extrémité à l'autre. Gardez-vous bien d'aller faire ce discours dans Rome. » Je ne repris pas avec moins de promptitude ces paroles du pape. Je le suppliai de me pardonner si je n'avais pas bien pris son sens. Je présumais qu'il approuvait le gros de la conduite que j'avais prise et qu'il ne m'en avait recommandé que le juste tempérament. Il ne crut pas qu'il me dût dédire parce qu'il avait un peu son compte, en ce qu'il m'avait parlé amphibologiquement. J'avais le mien en ce que je n'étais pas obligé de changer mon procédé. Ainsi finit mon audience, au sortir de laquelle je fis les éloges de sa sainteté à Monsignor il Maestro di Camera, qui m'accompagnait. Il le dit le soir au pape, qui lui répondit avec une mine renfrognée. « Questi maledetti francesi sono più furbi di noi altri » Ce maître de chambre, qui était Monsignor Bandinelli, et qui fut depuis cardinal, le dit 2 jours après au père Hilarion, abbé de Sainte-Croix de Jérusalem, de qui je le sus. Je continue à vivre sur ce pied jusqu'à un voyage que je fis aux eaux de Saint-Cassien, qui sont en Toscane, pour essayer de me remettre d'une nouvelle incommodité qui m'était survenue à l'épaule par ma faute. Je vous ai déjà dit que le plus fameux chirurgien de Rome n'avait pu réussir à la remettre, quoiqu'il me l'eût démise de nouveau pour cet effet. Je me laissai enjôler par un paysan des terres du prince Borghese, sur la parole d'un gentilhomme de Florence, mon allié, de la maison de Manzinghi, qui m'assura qu'il avait vu des guérisons prodigieuses de la façon de ce charlatan. Il me démit l'épaule pour la 3e fois, avec des douleurs incroyables, mais il ne la rétablit point. La faiblesse qui me resta de cette opération m'obligea de recourir aux eaux de Saint-Cassien, qui ne me furent que d'un médiocre soulagement. Je revins passer le reste de l'été à Caprarole, qui est une fort belle maison à 40 milles de Rome et qui est à monsieur de Parme. J'y attendis la Pinfrescata, après laquelle je retournai à Rome, où je trouvai le pape aussi changé sur toute chose sans exception qu'il me l'avait déjà paru pour moi. Il ne tenait plus rien de sa prétendue piété que son sérieux. Je dis son sérieux et non pas sa modestie, car il paraissait beaucoup d'orgueil dans sa gravité. Il ne continua pas seulement l'abus du népotisme en faisant venir ses parents à Rome, il le consacra en le faisant approuver par les cardinaux, auxquels il en demanda leur avis en particulier, pour ne point être obligé de suivre celui qui pourrait être contraire à sa volonté. Il était vain jusqu'au ridicule et au point de se piquer de sa noblesse, comme un petit noble de la campagne à qui les élus la contesteraient. Il était envieux de tout le monde sans exception.
Le cardinal Cesi disait qu'il le ferait mourir de colère à force de lui dire du bien de Saint Léon. Il est constant que Monsignor Magalotti se brouilla presque avec lui parce qu'il lui parut qu'il croyait mieux savoir la Crusca. Il ne disait pas un mot de vérité, et le marquis de Riccardi, ambassadeur de Florence, écrivit au grand-duc ses propres paroles à la fin d'une dépêche qu'il me montra. « Infine, serenissimo signore, abbiamo un papa qui non dice mai un parola di verità. » Il était continuellement appliqué à des bagatelles. Il osa proposer un prix public pour celui qui trouverait un mot latin pour exprimer chaise roulante, et il passa une fois 7 ou 8 jours à chercher si Moscou venait de Muscat ou si Muscat venait de Moscou. Mais le cardinal Imperiali, m'ayant dit le détail de ce qui s'était passé en 2 ou 3 assemblées d'académie qui s'étaient tenues sur ce digne sujet, je crus qu'il exagérait pour se divertir et je perdis cette pensée dès le lendemain, car le pape, nous ayant envoyé quérir M. le cardinal Rapaccioli et moi, et nous ayant commandé de monter avec lui dans son carrosse, il nous tint, 3 heures entières que la promenade dura, sur les minuties les plus fades que la critique la plus basse d'un petit collège eût pu produire. Et Rapaccioli, qui était un fort bel esprit, me dit, quand nous fûmes sortis de sa chambre où nous le conduisîmes, qu'aussitôt qu'il serait retourné chez lui, il distillerait le discours du pape pour voir ce qu'il pourrait trouver de bon sens d'une conversation de 3 heures, dans laquelle il avait toujours parlé tout seul. Il eut une affectation, quelques jours après, qui parut être d'une grande puérilité. Il mena tous les cardinaux à cette église, et comme le chemin était trop long pour le pouvoir faire, avec un aussi grand cortège, dans le cours d'une matinée, il leur donna à dîner dans le réfectoire de Saint-Paul, et il les fit servir en portions à part, comme l'on sert les pèlerins dans le temps du jubilé. Véritablement, toute la vaisselle d'argent qui fut employée avec profusion à ce service fut faite exprès et d'une forme qui avait rapport aux ustensiles ordinaires des pèlerins. Je me souviens entre autres que les vases dans lesquels on nous servit le vin étaient tout à fait semblables aux calebasses de Saint-Jacques. Mais rien ne fit mieux paraître, à mon sens, son peu de solidité que le faux honneur qu'il se voulut donner de la conversion de la reine de Suède. Il y avait plus de 18 mois qu'elle avait abjuré son hérésie quand elle prit la pensée de venir à Rome. Aussitôt que le pape Alexandre l'eut appris, il en donna part au Sacré Collège, en plein consistoire, par un discours très étudié. Il n'oublia rien pour nous faire entendre qu'il avait été l'unique instrument dont Dieu s'était servi pour cette conversion. Il n'y eut personne qui ne fût très bien informé du contraire, et jugez, s'il vous plaît, de l'effet qu'une vanité aussi mal entendue ait pu produire. Il ne vous sera pas difficile de concevoir que cette manière de sa sainteté ne me devait pas donner une grande idée de ce que je pouvais espérer de sa protection, et je reconnus de plus, en peu de jours, que sa faiblesse pour les grandes choses augmentait à mesure de son attachement aux petites. On fait tous les ans un anniversaire pour l'âme de Henri le Grand, dans l'église de Saint-Jean de Latran, où les ambassadeurs de France et les cardinaux de la faction ne manquent jamais d'assister. Le cardinal d'Este prit en gré de déclarer qu'il ne m'y souffrirait pas. Je le sus, je demandai audience au pape pour l'en avertir. Il me la refusa, sous prétexte qu'il ne se portait pas bien. Je lui fis demander ses ordres sur cela par Monsignor Febey, qui n'en put rien tirer que des réponses équivoques. Comme je prévoyais que s'il arrivait là quelque fracas entre M. le cardinal d'Este et moi, où il y eut le moins du monde du sang répandu, le pape ne manquerait pas de m'accabler, je n'oubliai rien de tout ce que je pus faire honnêtement pour m'attirer un commandement de ne point me trouver à la cérémonie. Comme je n'y pus pas réussir, et que je ne voulais pas d'ailleurs me dégrader moi-même du titre de cardinal français, en m'excluant des fonctions qui étaient particulières à la nation, je me résolus de m'abandonner. J'allai à Saint-Jean de Latran fort accompagné. J'y pris ma place, j'assistai au service, je saluai fort civilement, en entrant et en sortant, messieurs les cardinaux de la faction. Ils se contentèrent de ne point me rendre le salut, et je revins chez moi très satisfait d'en être quitte à si bon marché. J'eus une pareille aventure à Saint-Louis, où le Sacré Collège se trouva le jour de la fête du patron de cette église. Comme j'avais su que la Bussière, qui est présentement maître de chambre des ambassadeurs à Rome, et qui était en ce temps-là écuyer de M. de Lyonne, avait dit publiquement que l'on ne m'y souffrirait pas, je fis toutes mes diligences pour obliger le pape à prévenir ce qui pourrait arriver. Je lui en parlai à lui-même avec force. Il ne se voulut jamais expliquer. Ce n'est pas que d'abord je ne lui en parlais. Il me dit qu'il ne me voyait pas ce qui pouvait m'obliger de me trouver à des cérémonies dont je me pouvais fort honnêtement excuser sur les défenses que le roi avait faites de m'y recevoir.
Mais comme je lui répondis que si je reconnaissais ses ordres pour des ordres du roi, je ne voyais pas moi-même comme je me pourrais défendre d'obéir à ceux par lesquels Sa Majesté commandait tous les jours de ne me point reconnaître comme archevêque de Paris, il tourna tout court. Il me dit que c'était à moi de me consulter. Il me déclara qu'il ne défendrait jamais un cardinal d'assister aux fonctions du Sacré Collège, et je sortis de mon audience comme j'y étais entré. J'allai à l'église de Saint-Louis en état d'y disputer le pavé. La bussière arracha de la main du curé l'asperges, comme il me voulait présenter l'eau bénite, qu'un de mes gentilshommes m'apporta. Monsieur le cardinal Antoine ne me fit pas le compliment que l'on fait, en cette occasion, à tous les autres cardinaux. Je ne laissai pas de prendre ma place, d'y demeurer tout le temps de la cérémonie, et de me maintenir par là à Rome, dans le poste et dans le train de cardinal français. Ainsi s'achèvent les pages choisies dans les mémoires du cardinal de Ré.